La région de Sikasso s'apprête à accueillir le président de la transition demain samedi 22 juin. Les populations de la capitale du Kénédougou ont mis les petits plats dans les grands pour cette visite de 24 heures qui s'annonce mémorable et historique avec la série d'inauguration et de pose de première pierre. Nos équipes sont déjà sur place. Elles vont nous donner dès le début de ce journal un avant-goût de ce qui sera demain avec le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. En 3 du président de la transition zoom sur la carte diplomatique du Mali. La rédaction revient sur les temps forts de cette diplomatie de combat de la tribune des Nations Unies où le pays a réaffirmé sa volonté de s'affranchir des entraves de certains partenaires à la récusation de l'amunissement en passant par la sortie de la CEDEAO et du G5 Sahel. Que de chemin parcouru, revu ici par Aoulou Seyni Touré qui est allé à la rencontre du chef de la diplomatie malienne. Le monde célèbre ce 21 juin la journée de la musique. Notre pays n'est pas resté en marge des festivités. À l'Institut national des arts, c'était la fête ce vendredi. Enseignants et étudiants s'y sont donnés à cœur joie, à fredonner, à jouer le clavecin, à battre le djembé ou encore à souffler dans la flûte. Le tout pour dire que la musique est l'âme d'une vie de bonheur réussie. On retrouvera Ibrahim Kaoukanoukoulate au cours de cette édition pour nous en parler. Bonsoir. Direction Sikasso où se trouve actuellement une grosse équipe dégagée par l'ERTM pour vous rendre compte fidèlement de la visite mémorable qui s'apprête à faire le président de la transition demain samedi 22 juin. Les populations de la capitale du Kénédougou sont prêtes à accueillir le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et ce n'est pas Ibrahim Traoré qui me dira le contraire. Depuis hier, j'ai dit il est sur place. Bonsoir Ibrahim. Oui, bonsoir Nyanya Alou Traoré, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans la cité du Kénédougou, le chef-lieu de la 3e région administrative du Mali, Sikasso, situé à près de 400 km de la capitale malienne, Bamako. Sikasso, vous l'avez dit, s'apprête à accueillir demain le président de la transition pour une visite d'une journée avec un agenda hyper chargé. Les autorités administratives et politiques ainsi que des organisations de la société civile sont fortement mobilisées ici pour rendre mémorable ce déplacement du chef de l'État ici à Sikasso. Sékou Konaté est allé à la rencontre. Son reportage. Attendu ce samedi, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, effectue ainsi une première en région de Sikasso. Une visite d'une grande importance pour les autorités régionales. Cette visite mérite un accueil digne de nos traditions légendaires. Et je sais que ça va amener beaucoup d'opportunités dans la région parce que les Sikassois attendent tellement cette visite du président. Au programme de cette visite, la pose de la première pierre de l'université de Sikasso à Gongasso, l'inauguration de l'échangeur, du viaduc, des 2x2 voies de la traversée de la ville, du stade Babemba Traoré rénové, le lancement national de la distribution gratuite de vivres aux populations et une cérémonie de décoration. C'est un événement majeur pour nous de recevoir la première visite du président de la transition. Toutes les communes du Mali aspirent à recevoir le président de la transition. Et Sikasso plus que tout autre parce que Sikasso est la deuxième ville la plus grande du Mali après Bamako. Donc on s'attendait depuis longtemps à ce que Sikasso reçoive la visite. En plus, la commune urbaine de Sikasso est la commune urbaine la plus grande du Mali. Donc, à ces deux titres, nous espérions recevoir plus tôt, mais encore une fois, mieux vaut tard que jamais. On en a parlé dans le vestibule en invitant les uns et les autres de s'associer avec les responsables des quartiers qu'ils habitent, vraiment pour qu'il y ait une forte mobilisation dans ces rendez-vous de la visite présidentielle. On attendait ça depuis longtemps. Donc le fait que ça va se faire, vraiment on est très contente et on est pressé même de le recevoir chez nous. Les femmes sont prêtes. Et nous sommes dans la dynamique depuis fort longtemps à se préparer à accueillir son Excellence
Monsieur le Président de la Transition, M. Assimi Goïta. En tout cas, c'est un engagement fort de toute la jeunesse de Sikasso pour accueillir M. le Président. Nous, en tant que Recodrate, lors de nos mariages, lors de nos baptêmes, depuis une semaine, que l'autorité nous a conviés à une réunion au gouvernorat, nous avons commencé à mobiliser les gens. L'arrivée du président Assimi Goïta est une bonne nouvelle. Nous les soutenons et nous sommes prêts à les suivre. Nous allons sortir massivement. Nous allons fermer nos commerces les jours de son arrivée. Les populations qui saluent cette visite attendent impatiemment l'hôte de marque. Alors, tous au rendez-vous de ce samedi 22 juin au stade Babemba pour un séjour exceptionnel réservé au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État en région de Sikasso. Un reportage signé Sekou Konaté. Alors, cette visite présidentielle ici à Sikasso suscite un réel engouement auprès de la population. Le sujet est sur toutes les lèvres dans les marchés et plusieurs autres lieux publics de la ville. Les Sikassois entendent sortir massivement pour réserver un accueil des grands jours au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Khadijatou Kone et Adama Kamara ont sillonné la ville. Reportage. L'actualité principale à Sikasso, la visite du président de la transition. Oui, ce samedi, le chef de l'État honore la population de Sikasso par sa présence. Une visite très attendue par les habitants du Kénédougou, un accueil particulièrement chaleureux lui sera réservé. Pour s'en convaincre, il suffit juste de faire un tour en ville. Comme vous-même vous le voyez, vous avez parcouru un peu la ville. Les gens se mobilisent beaucoup pour l'arrivée du président chez nous ici au Kénédougou. Nous sommes en train de faire des t-shirts, des casquettes et des banderoles en bâche comme en tissu. Pour le moment, nous sommes à une trentaine de bâches en vinyle et au moins 3500 casquettes. Et des t-shirts, il y en a 2000 et quelques. Ça vient encore. Nous sommes prêts pour accueillir le président Assimi Goïta. Il a beaucoup fait pour le Mali. Sikasso est prêt pour accueillir Monsieur le Président. Surtout les femmes? Surtout les femmes. On est toujours prêt à accueillir le président. Demain, tous les commerces seront fermés pour réserver un accueil chaleureux au président de la transition. Colonel Assimi Goïta est attendu comme un prince du Kénédougou, un pari que les Sikassois entendent relever avec fierté, une façon pour eux d'exprimer leur adhésion à la construction du Mali Koura. L'arrivée du président de la transition nous honore. Nous sommes très ravis et nous apprécions ce qu'il fait pour le Mali. Nous comptons le soutenir dans ce sens. Nous sommes prêtes, nous les femmes, pour réserver un accueil chaleureux au président de la transition. Tam-tam, balafon, tout pour lui faire plaisir. Principalement la danse des Dogons. Nous sommes très ravis, que Dieu lui donne une longue vie. Nous apprécions l'arrivée du président à Sikasso. En tout cas, nous avons tout mis en œuvre pour l'honorer. Nous sommes des opérateurs économiques. Nous avons rencontré toutes les couches de la société, vieux, jeunes, femmes, les artisans, les leaders religieux et coutumiers, pour une mobilisation digne du nom pour accueillir le président de la transition. Les médias ne sont pas restés en marge de cette mobilisation. Sur la radio Kénédougou par exemple, tout un programme est élaboré dans ce sens. On a eu à réaliser des émissions sous forme de table ronde, la diffusion des avis. Et nous, notre radio a travaillé particulièrement avec la chambre consulaire pour aller vers vraiment les responsables qui ont fait des adresses à leurs représentants pour que tout le monde vraiment sorte les samedis et que c'est une question d'honneur pour Sikasso
Et la mobilisation ne doit pas vraiment être un problème. Donc à ce niveau-là, on a diffusé tous ces éléments avec les avis. Ce qui a été aussi surprenant pour moi, certaines de nos émissions ont été vraiment récupérées par les auditeurs à travers les coups de fil. Parce que nous avons des émissions interactives telles que Kéné Réveil le matin, où les populations du milieu rural interviennent. Et toute cette émission a été occupée par les coups de fil des auditeurs qui ont manifesté vraiment tout ce qu'ils ont comme affinité par rapport vraiment au président de la transition, tout en s'engageant à être de la fête. Ainsi, les regards sont tournés vers Sikasso, où toute la population et communes environnantes entendent communier avec le président de la transition afin de le remercier pour la réalisation de tous ces projets et programmes à Sikasso dans plusieurs secteurs et dans l'intérêt des citoyens. La population de Sikasso, fortement mobilisée donc pour réserver un accueil chaleureux au président de la transition. Alors c'est une journée riche en activités qui attend ici le président Assimi Goïta. D'abord au plan infrastructure. La ville, vous allez le voir, affiche désormais un nouveau visage grâce aux travaux routiers. L'impact de ces infrastructures sur la mobilité ou encore sur la vie économique est déjà perceptible et salué d'ailleurs par la population du Kénédougou. On en sait davantage avec Moustapha Doumbouya. Elles sont plusieurs infrastructures routières qui seront inaugurées samedi par le président de la transition. Il s'agit de la traversée de la ville de Sikasso en 2 fois 2 voies, de l'échangeur, du viaduc et de 10 km de voies urbaines. Ces infrastructures facilitent le transport des productions agricoles pour les différents marchés de Sikasso. Elles offrent d'autres commodités bien perçues par les autorités communales. L'impact de ces infrastructures, c'est d'abord de décongestionner la circulation à Sikasso, d'embellir la ville et aussi permettre la fluidité de la circulation. On est satisfait et il n'est caché de personne que quand on rentre à Sikasso, on se sent bien, vu la beauté des infrastructures, vu la fluidité de la circulation. Donc aujourd'hui, on n'a pas douté, les Sikassois se sentent fiers. L'importance des différentes infrastructures est connue du public sikassois, notamment les usagers de la route. Qui parle de développement parle de route. Sans la route, alors le développement est freiné. On est très content de ces travaux et ça va changer l'aspect vie économique. Tout va changer à Sikasso. Nous saluons la réalisation des différentes infrastructures routières. La ville a déjà un bon visage et l'impact sur la vie économique est visible. Nos commerces vont petit à petit se développer. Pour une utilisation judicieuse des différentes infrastructures réalisées par l'État et ses partenaires, les autorités communales ont déjà pris des dispositions qui s'imposent. Quand la route n'est pas bonne, ça pose des problèmes à la circulation. Quand elle est bonne aussi, ça pose des problèmes si on prend garde. Et la première mesure, c'est que nous travaillons avec les services déconcentrés de l'État pour inviter les usagers à utiliser prudemment la route. L'autre aspect, c'est l'entretien des infrastructures. La mairie a déployé de grands moyens en délibérant pour augmenter le budget alloué à la salubrité. Parce que qui dit infrastructure dit obligatoirement entretien. Donc c'est pourquoi on dit aux populations, prenez-en soin. La traversée de la ville de Sikasso en 2 fois 2 voies, l'échangeur, les viaducs et les 10 km de voies urbaines seront inaugurés en même temps que la bretelle Katélé-Kadiolo, un ensemble d'infrastructures qui viennent booster le développement de la région de Sikasso. Autre grand chantier, ce samedi, le chef de l'État posera la première pierre de l'université de Sikasso. Elle sera située à Gongasso, c'est à une 40aine de kilomètres de la ville de Sikasso. Au total, ce sont près de 20 000 étudiants qui sont attendus dans un premier temps. Moussokoro Sérémé. Avec une population estimée à 4 500 000 habitants, l'ancienne région administrative de Sikasso est le deuxième bassin de production de bacheliers après le bloc Bamako-Kolikoro. Avec l'implantation de cette nouvelle université, c'est un rêve qui se réalise pour les populations. C'est une très bonne nouvelle.
car après le bac, c'est tout un souci pour nous, parents, quant au choix d'un logement pour son enfant. Que Dieu les aide dans la réalisation de cette université. C'est vraiment nécessaire qu'on ait une université à Sikasso, car rares sont ceux qui ont des parents ailleurs. J'ai dû moi-même me limiter au bac à cause des échos de la vie de l'internat. Ça ne peut que combler les futurs étudiants, mais aussi leurs parents. Moi, j'ai étudié à l'IPR IFRA de Katibougou, mais si l'université était fonctionnelle, cela allait m'éviter certaines difficultés que j'ai dû rencontrer. Ça sera donc une opportunité pour nos cadets de se former sur place dans les filières qui peuvent développer la région. C'est dans la commune rurale de Gongasso, à une trentaine de kilomètres de Sikasso, que l'université de Sikasso sera construite. L'infrastructure va comporter 14 structures, dont 6 facultés, 5 instituts et 2 centres de formation. Déjà, des dispositions sont prises afin que la future université puisse répondre aux besoins des futurs cadres qui y seront formés. Il y aura toutes les facultés, faculté de sciences économiques, faculté de médecine, faculté de pharmacie, faculté de vétérinaire et d'agronomie. Mais en fait, cette année, la disposition que nous avons prise, c'est de commencer par l'Institut universitaire pour le développement rural. Parce que la région de Sikasso, comme vous le savez, c'est une région à vocation agro-pastorale. Et donc, cet institut, normalement, il est prévu 3 filières. Mais cette année, nous avons commencé par la filière technologie alimentaire. Sinon, en plus de la technologie alimentaire, il y a la technologie machine agricole et génie rural. Les maquettes pédagogiques de toutes ces 3 filières sont déjà faites. L'université de Sikasso n'est pas réservée seulement à la région de Sikasso. L'université de Sikasso est réservée à la nation malienne, à l'ensemble des bacheliers maliens qui remplissent les critères pour accéder à cette université. Nous avons toutes les commodités qui seront réunies au niveau de l'université. Et toutes les conditions vraiment qui vont permettre aux enfants vraiment de travailler dans un cadre vraiment tout à fait adéquat, idéal. Et je crois que c'est une aubaine. Déjà ce samedi, un rêve longtemps caressé va se traduire en acte concret avec la pose de la première pierre de la future université de Sikasso par le président de la transition. Après quoi, le ministre Kansai de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dispensera la première leçon officielle de l'opérationnalisation de l'Institut universitaire de développement rural. De vastes chantiers de construction et de rénovation des infrastructures sportives sont lancés par le président de la transition un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national. Ici, à Sikasso, c'est un stade de Babemba Traoré New Look qui rouvre ses portes demain. Responsables ou acteurs du domaine et même les populations saluent cette action présidentielle. Moustapha Doumbia, reportage. C'est un stade Babemba Traoré rénové et en conformité avec les normes CAF et FIFA qui va être inauguré ce samedi par le président de la transition. Une inauguration qui intervient environ 9 mois après le lancement des travaux de rénovation le 12 septembre 2023 par la gouverneure de la région de Sikasso. Les travaux de rénovation ont concerné plusieurs parties du stade avec quelques extensions. La pelouse qui a été 100% rénovée, décapée, enlever les mauvaises herbes. On a eu la chance d'avoir la piste d'athlétisme en tartan synthétique, en tartan, donc avec les 8 couloirs. Ça, c'est-à-dire une innovation qui nous a beaucoup frappé. On a aménagé, c'est-à-dire à l'intérieur 4 vestiaires. Cela veut dire qu'on peut jouer 2 matchs en même temps, convoquer 4 équipes pour jouer 2 matchs en même temps. Donc en plus de ça, il y a les bureaux pour les arbitres, les bureaux pour le médecine du sport, les bureaux pour les délégués des matchs, ainsi de suite. On est dans toutes les commodités. Je tiens d'abord particulièrement à remercier le président Assimi Goïta pour cette initiative, vraiment qui nous enlève une grosse épine du pied. Parce que nous, on souffrait. Parce que depuis la construction de ce stade à la veille de la CAN 2002, il n'y a pas eu de retouche,
presque toutes les ampoules étaient grillées, à tel enseigne qu'on n'arrivait même plus à jouer la nuit. Et la pelouse, pour ne pas répéter ce qu'un des entraîneurs de Bamako nous a dit, que c'était un champ de patates. Ce jour-là, ça nous a fait mal, mais en réalité, la pelouse faisait du tort, du mal à nos joueurs. Donc, nous sommes très heureux de recevoir ce stade rénové, sinon plus ou moins reconstruit, parce qu'il y a eu tellement d'aménagements qu'aujourd'hui, nous sommes fiers et nous pouvons accueillir toutes sortes de compétitions. La rénovation du stade Babemba Traoré est saluée par la population de Sikasso en général et par les publics sportifs en particulier. Vraiment, je suis heureux aujourd'hui que mes petits-enfants jouent dessus et dans de très bonnes conditions. Voilà, ça me fait grand plaisir. Vraiment, ça dit à renouveler là. Nous remercions les autorités pour la rénovation du stade Babemba Traoré. Ce stade donne non seulement un éclat à la ville, mais il permet aussi de jouer dans de bonnes conditions. Le stade Babemba Traoré a une capacité d'accueil de plus de 15 000 places. Demain seront lancées les opérations du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Et c'est le président de la transition qui va donner le clap de départ des camions. Il s'agira de distribuer des vivres à travers le pays au profit des populations vulnérables. Occasion pour la rédaction de faire également un gros plan sur la situation de la campagne agricole dans la région. Et c'est un reportage signé Yaya Konaté. La course contre la montre pour les agriculteurs de la région de Sikasso. L'hivernage s'est installé depuis un certain temps et les travaux champêtres battent leur plein. La région est réputée autosuffisante sur le plan alimentaire avec tous les ans des excédents de production céréalière, des fruits et légumes en abondance. C'est pourtant dans ce qui constitue un des principaux bassins de production céréalière du pays que les autorités de la transition ont fait le choix de lancer cette année le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. De plus en plus, on se rend compte que, et ça c'est depuis la crise Covid, qu'on a commencé à réajuster un peu nos modes d'évaluation. La cause de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire n'est plus liée qu'au changement climatique, donc au résultat de la campagne agricole. Vous avez d'autres facteurs qui interviennent et on constate qu'il y a de plus en plus de pauvreté sur l'ensemble du Mali et le plan national de réponse concerne l'ensemble des communes du Mali. Et Sikasso, autant que les autres jours, est concerné dans une moindre mesure certes, mais il y a quand même 108 000 personnes en insécurité alimentaire. Sur les 1,3 million de personnes, il y en a 108 000 qui vivent dans l'ancienne région de Sikasso, qui regroupe aujourd'hui les trois régions, Sikasso, Bougouni et Koutiala, et qui vont recevoir à peu près 1800 tonnes de céréales cette année pendant la période de soudure. 1 300 000 personnes seront donc concernées par le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Plus de 29 000 tonnes de céréales partiront du stock national de sécurité vers les zones les plus vulnérables avec en tête de liste cette année la zone dite des trois frontières dans le but d'aider les populations vulnérables à faire face à la période de soudure. C'est la zone dans le centre et l'extrême nord-est du pays, dans la région de Ménaka. Quand vous regardez la carte, c'est un peu ces zones-là. Et c'est les zones aussi où persiste l'insécurité liée à des attaques terroristes qui ciblent les populations civiles et donc qui provoquent des déplacements massifs des populations et qui créent cette situation d'insécurité alimentaire dans ces zones-là. Qu'à cela ne tienne, au commissariat à la sécurité alimentaire, la vigilance reste de mise. Les populations d'aucune zone considérée comme poche d'insécurité alimentaire potentielle ne seront laissées pour compte. On surveille aussi, comme il est sur le fait, des situations critiques dans certaines zones d'insécurité, comme dans le cercle de Massina, où j'étais récemment en déplacement avec Madame le ministre de la Santé, dans le cercle de Nyonou, dans la région de Mopti, dans la région de Menaka, et un peu partout où on a des poches d'insécurité. Vous avez, même dans l'ancienne grande région de Sikasso, actée de la région de Koutiala, vous avez le cercle de Rosso qu'on surveille aussi. On est intervenu plusieurs fois déjà cette année. Et on a là-bas des déplacés intermédiaires, mais aussi des réfugiés burkinabés qui ont traversé la frontière suite à des violences exercées par les groupes extrémistes. Pour acheminer l'appui de l'État vers les populations concernées, le dispositif en place depuis quelques années déjà est suffisamment huilé pour que les opérations se déroulent sans encombre, même si, là aussi, les autorités de tutelle ne laisseront rien au hasard. Donc j'appelle tout le monde, l'administration
les populations bénéficiaires, les élus, tous ceux qui interviennent dans le cadre de ces distributions-là, à faire en sorte que ça se passe très bien et que ça soit bien géré. En tout cas, de notre côté, nous suivrons. J'en appelle aussi à nos partenaires, aussi pour une parfaite coordination, une parfaite synergie de nos actions sous le leadership de l'État, parce qu'ils sont tous là aussi en appui aux interventions de l'État. Nous avons travaillé dans ce sens avec eux, dans le cadre d'une planification conjointe. La réponse à l'insécurité alimentaire cette année, c'est un plan beaucoup plus diversifié. Aux distributions gratuites, il faut ajouter les ventes subventionnées de céréales, mais aussi de kits alimentaires, sans oublier le soutien aux éleveurs, pisciculteurs, apiculteurs et aux maraîchers dans le but de renforcer leur résilience. D'autres actions sont en cours, comme la restauration de terres dégradées pour que partout sur le territoire national, les populations en difficulté puissent sentir à leur côté la présence bienveillante de l'État. Autre temps fort attendu ici demain, c'est le repas de corps au camp Ntcheba de Sikasso. Le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, va partager un déjeuner avec les hommes de la 8e région militaire. Ici, l'action des FAMA est fortement saluée et soutenue par les populations de Sikasso. C'est ce que nous dit Tamsir Diabaté dans ce reportage. Le soleil de l'espoir se lève sur le Kénédougou. C'est le premier constat que l'on puisse faire au regard de l'état d'esprit de la population face à la situation sécuritaire de la région. C'est là grâce à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité qui résulte de la bonne collaboration avec la population. La particularité de celle de Sikasso réside dans la franchise des renseignements donnés par les populations. Désormais, la boussole pour les femmes de garantir la sécurité des personnes et leurs biens en toute autonomie, qui est le centre de gravité du régime. C'est grâce à la bonne collaboration des populations et surtout les renseignements que ces populations donnent qui nous permettent d'étudier, d'analyser et d'aller droit au but pour atteindre les objectifs. Sikasso, d'une zone de conflit, est aujourd'hui sur la voie de la stabilité. Oui, une stabilité qui rassure la population. Le débat anime les grains. On est très bien rassurés. Vraiment, on dort calmement. Très calme. Les militaires ont bien fait leur tâche. Leur devoir. On n'en a jamais vu pareil. L'année dernière, à pareil moment, il était impossible pour les paysans d'aller travailler tranquillement dans leurs champs. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que nos paysans aujourd'hui travaillent correctement et librement dans leurs champs. Ça, je l'affirme. C'est grâce au maillage du territoire et surtout avec des patrouilles de grande envergure, aller au plus près des populations et qui nous a permis de regagner cette confiance et surtout les faire comprendre que nous sommes là pour elles. Nous venons de cette population jusqu'au sacrifice ultime. Nous allons mener notre action, notre mission à bon terme pour permettre à cette population de vaguer à ses occupations sans crainte. Ici, à Sikasso, l'impact de la bonne collaboration FAMA-population se fait sentir sur le plan socio-économique, culturel et politique. Ce que la population montre actuellement aux FAMA, ça me donne l'assurance que rien ne se passe. Tout est assuré ici à Sikasso. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe seulement, on signale. Chaque fois qu'il y a quelque chose, quand la population signale, les FAMA sont directement sur le terrain, sont rapides. Et puis ils maîtrisent le terrain. C'est pourquoi la population est assurée actuellement. Je suis rassuré comme tous les Maliens pratiquement, on peut le dire ainsi, voilà, depuis l'arrivée de cette équipe-là à la tête du Mali. Et donc on dirait 2 ans en arrière ou bien 3 ans en arrière, c'était pas comme ça. Et aujourd'hui, voilà, nous circulons tranquillement dans la ville, partout à travers le Mali, vraiment assuré dans nos têtes que vraiment tout va bien. Je demande à la population de se tranquilliser. Nous sommes là pour cette population et jusqu'au sacrifice ultime. Sikasso est sur la voie de la stabilité retrouvée, avec des projets de développement qui voient le jour. Le mérite revient aux forces de défense et de sécurité et la population qui ont mis les bouchées doubles pour que ce jour soit. C'est une population qui est ouverte et surtout
accueillante. C'est une population aussi qui est pour les femmes. Nous allons toujours redoubler de vigilance et surtout redoubler d'efforts. Les efforts que nous sommes en train de mener, que chacun sache qu'on est là pour ça. Donc on est là pour la population et nous allons continuer à défendre cette population. En attendant l'arrivée du chef suprême des armées, pour encourager les femmes, le soleil regagne sa tanière. Avant de vous rendre à l'antenne, nous recevons deux personnalités. D'abord, le président du conseil régional de Sikasso, M. Yaya Bamba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je reçois également ici, où je viens de croiser M. Amadoun Daramaïssa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fortement mobilisé pour recevoir ici le président de la transition demain. Qu'avez-vous envie de dire en ce moment précis à la population du Kénédougou? Merci. Au nom du Recotrad, et je parle sous la coupe de ma soeur Ami Kouyaté, qui est la présidente des femmes du Recotrad de la région. Nous avons envie de dire aux Nyamakala de la région de Sikasso de s'approcher des chefs de village, des chefs coutumiers, des cultivateurs, parce que le colonel Assimi Goïta a donné à la légitimité traditionnelle toute sa valeur et toute sa place dans la société malienne. Donc c'est leur fête de sortir, de venir au stade Babemba pour dire au président merci, nous soutenons la transition et c'est une fierté régionale. Merci beaucoup, M. Daramaïssa, et bonne continuation et bon courage à vous. Je reviens vers vous, Monsieur le Président. Alors, vous, concrètement, qu'est-ce qui est prévu ici à Sikasso pour accueillir ou souhaiter la bienvenue au président de la transition qui effectue sa toute première visite dans votre région? Ok, merci beaucoup. Pour dire que toute la population de Sikasso, la région de Sikasso, et quand je dis région de Sikasso, c'est l'ancienne région. Parce qu'aujourd'hui, en tant que président du conseil régional, je suis là pour les 7 cercles de l'ancienne région de Sikasso. Donc, la population des 7 cercles de la région de Sikasso ont la grande joie d'accueillir vraiment le président de la transition ici à Sikasso le samedi 22 juin. Et pour les préparatifs, on vous dira que nous avons mis en place une commission régionale pour l'accueil. Et à partir de cette commission régionale, nous avons décliné des sous-commissions, 6 sous-commissions qui sont en train vraiment de travailler jour et nuit pour les préparatifs d'accueil du président de la transition. Donc nous avons aussi mis en place avec les autorités locales, c'est-à-dire que toutes les chambres locales, les chambres consulaires, vraiment ils sont en train de nous accompagner vraiment beaucoup pour l'accueil du président de la transition, pour dire que vraiment la population de Sikasso est fière d'accueillir le président de la transition. Et le président de la transition aussi fait la fierté de la région de Sikasso et du peuple malien. Vous devez être un président de conseil régional quand même assez fier parce que je vois votre région qui a changé de visage, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le président vient pour ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que je me sens beaucoup à l'aise à Sikasso aujourd'hui qu'à Bamako. Ah oui? Ah oui, ça je l'ai dit. Pourquoi? Ah oui, parce que la circulation est fluide ici à Sikasso. À cause de la transition, du président de la transition, nous avons eu quand même les deux voies de traverser de la ville de Sikasso. Nous avons eu un viaduc de 450 mètres et nous avons eu un échangeur à Sikasso. Et je pense que ces ouvrages-là ont permis à Sikasso d'avoir vraiment une autre vision régionale. Et c'est très important pour nous de dire au président de la transition merci, et merci encore, parce qu'il vient aussi pour l'inauguration de toutes ces infrastructures. On a vu également tout à l'heure le vice-président du Recotrad qui a passé un message à la population. Vous en avez également un petit message à l'endroit de vos habitants? Bien sûr, vraiment c'est dire aujourd'hui à la population de Sikasso de sortir massivement le samedi à partir de 6h30 du matin pour aller au stade Babemba Traoré pour accueillir vraiment avec grande joie le président de la transition. Merci, M. Bamba. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne fête, parce que c'est une fête d'accueillir le président de la transition. Soyez les bienvenus à Sikasso pour cette grande fête. Alors merci encore une fois. Okay. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nyanya Alou Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir ce soir de cette page spéciale depuis Sikasso, la cité du Kénédougou. À vous l'antenne.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vous retrouvera encore demain. Et on a vu, Ibrahim Traoré, la capitale du Kénédougou est prête. Ici à Bamako, voyons ensemble ces audiences accordées par le Premier ministre. Le chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, a reçu le nouvel ambassadeur du Niger au Mali, une mission de haut niveau de l'ONU en séjour au Mali. Le carnet d'audience est signé Aliou Touré Mamari Kouni. C'est une mission conjointe de haut niveau comprenant les directeurs régionaux des agences, fonds et programmes des Nations Unies qui est reçue en audience par le Premier ministre. À l'entame des échanges, le secrétaire général adjoint et coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel a tout d'abord rappelé l'objet de la mission dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération, du partenariat et de l'engagement des Nations Unies auprès de notre pays pour les questions de développement. Transmettre un message de solidarité à ces 3 États qui viennent de former une alliance. Une mission d'écoute, mais d'écoute collective au plus haut niveau. C'est pourquoi je pense que c'est la première fois que nous sommes venus ensemble avec les directeurs régionaux de toutes les agences, ensemble. Comme ça, nous allons avoir une écoute collective pour pouvoir avoir une réponse intégrée, j'allais dire, un accompagnement de façon intégrée à la direction que les autorités maliennes veulent imprimer à leur processus de développement. Je voudrais dire que l'autre objectif de la mission, c'est continuer un cours que nous avions commencé il y a quelques mois, un cours magistral, où vous nous avez parlé le sens de l'histoire en Afrique. Mais je pense que c'est un cours qui n'est pas encore conclu, il manque le chapitre 2. Le chapitre 1, vous nous avez parlé de l'histoire de l'Afrique jusqu'au présent. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous voudrions bien que vous complétiez ce cours en nous parlant du futur de l'Afrique. La mission voulait également s'imprégner de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. À cet effet, le chef du gouvernement a fait un large exposé sur la situation de notre pays, notamment les nouvelles orientations de coopération, les actions en cours pour la refondation de l'État, ainsi que les principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Tout pays qui veut coopérer avec le Mali doit respecter 3 principes. L'article 32 de la Constitution du Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Le Mali est un État souverain. Il faut laisser au Mali la liberté de choisir ses partenaires, y compris ses partenaires stratégiques. Troisièmement, pour toute action politique, diplomatique, quelconque, économique, il faut se poser la question, est-ce que les intérêts du Mali sont préservés? C'est les 3 principes. Le peuple malien, les peuples de l'AES ont besoin de paix, ont besoin de développement. Il faut rendre cela possible et le réaliser. C'est ça la politique. C'est à cela que les gouvernements sont dédiés aujourd'hui. Le Premier ministre a réaffirmé la disponibilité du Mali à poursuivre sa coopération avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Quelques instants après, le docteur Choguel Kokala Maïga a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la République du Niger au Mali. Les diplomates nigériens étaient venus remercier le gouvernement du Mali pour son appui efficace au moment où son pays traversait une période très difficile. Le soutien du Mali a été très important pour le Niger parce que, comme vous le savez, notre pays a été menacé par la CEDEAO, d'être agressé par la CEDEAO parce qu'on a décidé de prendre notre destin en main. Pour cela, la CEDEAO voulait agresser notre pays, le Niger. Heureusement, je dis heureusement que le Mali, à travers son peuple et les responsables maliens, ils ont décidé d'apporter leur soutien au Niger pour barrer la voie à la CEDEAO qui voulait agresser le Niger. Cette audience a été l'occasion pour les 2 pays d'évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun comme la sécurité et le développement. Et toujours à la primature, un mot de la célébration de la fête de Tabaski. L'ensemble du personnel de la primature a souhaité ses vœux au chef du gouvernement. En retour, il a salué le personnel pour son engagement à réussir la coordination de l'action du gouvernement en cette période importante de l'histoire de notre pays. Vous travaillez pour l'histoire du Mali, a-t-il déclaré en s'adressant à ses interlocuteurs.
En 3 du président de la transition zoom sur la carte diplomatique du Mali. La rédaction revient sur les temps forts de cette diplomatie de combat de la tribune des Nations Unies où le pays a réaffirmé sa volonté de s'affranchir des entraves de certains partenaires à la récusation de la MINUSMA en passant par la sortie de la CEDEAO et du G5 Sahel. Que de chemin parcouru, revu ici par Aoulou Seyni Touré qui est allé à la rencontre du chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Suivons ensemble. Depuis la rectification de la transition, la diplomatie malienne a pris un tournant décisif et s'est illustrée par une réorientation de son action. Une réorientation basée notamment sur la réaffirmation de la souveraineté. De prime abord, notre travail était plutôt de pouvoir engager une adaptation de notre outil diplomatique à ce contexte particulier qui évoluait très vite, donc il fallait essayer d'aller vers ce que nous appelons une diplomatie de crise d'abord, c'est-à-dire faire face à des crises tout en affirmant la souveraineté du Mali, la vision des autorités et engager le dialogue avec les partenaires sur cette base. Donc il a fallu que nous nous réorganisions, que nous nous adaptions à cette nouvelle vision pour pouvoir asseoir un dialogue avec et nos voisins et les organisations africaines et nos partenaires. Selon le ministre Diop, le Mali ne s'est jamais isolé, mais a juste décidé de sortir de certaines organisations sous-régionales dont la gouvernance trahit mal une certaine implication de puissances extérieures à la sous-région. Ce que certains peuvent percevoir comme un isolement, pour nous, c'est vraiment l'affirmation des principes qui gouvernent l'action de notre pays, qui ont été énoncés et établis par le chef de l'État, le respect de la souveraineté de notre pays, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires de notre pays, mais aussi la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens dans toutes les décisions prises. Et ça, c'est notre boussole. Au moment où certains peuvent penser qu'on a peut-être des difficultés avec certains pays, avec certains chefs d'État, mais il y a quand même eu une vague de mobilisation extraordinaire des diasporas maliennes, des diasporas africaines, des diasporas d'afro-descendants et beaucoup de personnalités autour de la cause du Mali, autour des causes que nous défendons et avec lesquelles beaucoup se reconnaissent. Donc je pense qu'il faut plutôt relativiser cette question, mais ce sont des moments passagers de réadaptation parce que la vision, les objectifs sont changés. La création de l'Alliance des États du Sahel répond à une nécessité pour les États membres de mutualiser leurs moyens pour faire face aux défis qui les assaillent. L'Alliance des États du Sahel a commencé dans le cadre d'une mutualisation des efforts sur le plan sécuritaire en mettant en place un mécanisme de sécurité collective entre nos 3 États. Aujourd'hui, sur le terrain, les résultats sont probants. Au-delà maintenant de cette alliance militaire qui nous permet de lutter contre le terrorisme et toutes sortes de menaces, il a été pensé d'élargir le champ d'action de l'AES, notamment aux questions de développement et d'intégration économique, mais aussi aux questions de coordination de l'action diplomatique. Les ministres des Affaires étrangères sont venus à leur suite et ils ont proposé qu'on aille à la mise en place d'une confédération en prélude à la réalisation d'une fédération des 3 États. Et depuis, il y a eu des rencontres élargies. Il y a plusieurs autres ministres concernés des 3 pays et pour pouvoir vraiment peaufiner les différents documents qui seront soumis bientôt, nous l'espérons, au sommet des chefs d'État. La demande du départ de la MINUSMA s'est imposée comme une nécessité, mais surtout un choix souverain qui va permettre à nos forces armées de sécurité de contrôler la totalité du territoire national. Je pense qu'on peut se féliciter du fait que le Mali ait demandé et obtenu la fin de cette mission parce qu'elle ne répondait plus aux attentes des Maliens et que depuis le départ de cette mission, aujourd'hui, notre pays est en train de recouvrer de façon importante sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national et d'améliorer la sécurité dans notre pays. Depuis le 31 décembre 2023, la MINUSMA a pris fin. Nous sommes dans une phase qui est essentiellement une phase administrative. Donc aujourd'hui,
plus de 85 à 90% des effectifs de la MINUSMA a quitté le Mali. Ce qui reste, c'est un personnel résiduel qui est essentiellement chargé de tâches administratives, mais aussi de liquider un certain nombre de moyens logistiques qui doivent partir. C'est pourquoi vous ne les voyez pas réellement dans le champ. Et le gouvernement du Mali a demandé que cette phase de liquidation, qui peut aussi prendre du temps, puisse se terminer au 31 décembre 2024. Cependant, ce retrait est loin de signer la fin de la coopération avec les Nations Unies, loin s'en faut. Celle-ci se manifeste sous plusieurs formes, et c'est là depuis plus de 60 ans. Que la fin de la MINUSMA ne signifie pas la fin de la relation entre le Mali et les Nations Unies. Les Nations Unies, notamment les fonds, programmes et agences, l'UNICEF, le PAM et d'autres, ont été là depuis les indépendances. Depuis le 28 septembre 1960, le Mali a établi des relations avec les Nations Unies. Et tout au long, après, nous avons maintenu ces relations avec les Nations Unies et avec ces agences. La MINUSMA est venue. Nous avons travaillé pendant une décennie avec la MINUSMA. La MINUSMA est partie. Et maintenant, nous continuons notre collaboration avec les Nations Unies, notamment avec ces fonds, agences et programmes. Toutefois, la réaffirmation des 3 principes qui gouvernent la vie publique dans notre pays demeure la condition sine qua non de toute coopération avec l'extérieur. La Russie, principal partenaire stratégique du Mali, est respectueuse de cette politique. Outre les aspects sécuritaires de cette coopération, le Mali entretient d'excellents rapports avec ce pays. Aujourd'hui, c'est un partenaire stratégique du Mali. Et si vous voyez même la seule sortie internationale du chef de l'État a été lors du sommet qui a été pour participer au sommet Russie-Afrique et au cours duquel est ressorti de ces entretiens avec le président Poutine la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale entre nos deux pays. Et beaucoup d'initiatives ont été prises. Certains ont commencé à se matérialiser, dont récemment le lancement de centrales solaires. Aussi, la coopération économique avec la Russie aujourd'hui touche à des secteurs clés comme les infrastructures, comme les mines, comme l'agriculture, le secteur de l'énergie atomique et beaucoup d'autres questions, le domaine des hydrocarbures. Donc, nous nous installons aussi dans une diversification et un renforcement de la coopération économique et commerciale avec la Russie, mais pas seulement qu'avec la Russie. Le bateau Mali vogue désormais vers de nouveaux rivages diplomatiques dessinés par les autorités. Pour le chef de la diplomatie malienne, le chef de l'État accorde une importance capitale aux aspects économiques et culturels, mais tout cela repose sur un personnel engagé au service de la nation. La tenue de la conférence des ambassadeurs sera un levier supplémentaire d'orientation de notre diplomatie. Il est important que dans les mois et les années à venir, que nous puissions mettre l'accent sur ce que j'appelle la diplomatie économique. Nous avons créé le chantier aussi, ouvert les discussions il y a un peu plus d'1 an sur la notion de diplomatie culturelle. Il me semble que c'est une dimension extrêmement importante. Nous devons entrer dans une phase plus active d'en définir les paramètres d'action. Dans les perspectives que nous avons dessinées, notamment avec la déclinaison d'un certain nombre de paramètres, aujourd'hui, nous savons que le président de la transition a décidé de convoquer très prochainement la 11e conférence des ambassadeurs. Après 3 ans d'expérimentation de la souveraineté, le Mali se positionne comme un acteur majeur de la géopolitique. Il dispose pour cela d'amitiés solides et d'expériences éprouvées. Nul doute que la tendance actuelle se poursuivra et se renforcera pour le bonheur des Maliens. Stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Les autorités de la transition mettent les bouchées doubles pour vulgariser le document. Des sessions d'appropriation sont organisées régulièrement par les différentes structures de l'État. La session de ce jour est initiée par le commissariat au développement institutionnel. Mamadou Fane pour plus de détails.
La mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption nécessite une meilleure appropriation des textes par tous les acteurs de la vie socio-professionnelle du pays. Cette session est destinée à partager et à vulgariser cette stratégie nationale. Les sessions d'appropriation de la stratégie, qui se dérouleront en 2 temps, constituent une véritable opportunité pour chaque participant de mesurer le poids de son rôle et de son apport dans ce défi commun. La programmation canadienne dans le secteur de la gouvernance inclusive totalise environ 50 millions de dollars et représente près de 10% de notre portefeuille de projets bilatéraux, ici au Mali. Conformément à la politique de l'Internationale féministe du Canada, cette programmation accorde une place particulière aux femmes, aux adolescentes et aux filles, car nous croyons qu'elles sont des actrices de changement clés, notamment en matière de gouvernance inclusive et de lutte à la corruption. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est une volonté des autorités de la transition de favoriser un climat de confiance entre l'administration et les usagers. Au regard de la pertinence des thèmes qui seront abordés et de la qualité des experts chargés de les animer, je suis persuadé que vous tirez tous les bénéfices, certains des présentes sessions, qui ont pour vocation de vous familiariser avec la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action. Cette session constitue un lieu de renforcement de la cohésion et de la solidarité des acteurs de lutte contre la corruption. Elle permettra d'informer le public sur les conséquences de la corruption sur le développement du pays. 23e session ordinaire de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Les élus conseillers s'y sont penchés sur l'adoption du compte-rendu de la 22e session. Ibrahim Kaoukonate, Yacouba Kone, compte-rendu. Cette session doit permettre aux élus consulaires de l'Assemblée permanente des chambres de métiers d'échanger et de réfléchir sur la réalisation des objectifs de développement du secteur de l'artisanat. Malgré la conjoncture, les crises multidimensionnelles auxquelles les artisans sont confrontés, l'APCMM engage tout de même des résultats notoires. Face au délestage et coupures intempestives d'électricité, les artisans ont recours à des alternateurs ou des sources d'énergie renouvelables comme le solaire pour mener à bien leur activité et par ricochet satisfaire aux besoins de la population. Ainsi, leur capacité de résilience demeure inébranlable pour accompagner les autres autorités à relever les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. En témoigne leur participation massive et de qualité aux différentes étapes du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Grâce à l'appui technique des structures de l'emploi et de la formation professionnelle, certains artisans ont bénéficié de matériel et de formation. L'artisanat représente aujourd'hui un secteur à fort potentiel en termes de création d'emplois. C'est un secteur qui est un véritable vecteur économique, culturel, mais aussi social. Quand on regarde aujourd'hui, la plupart des emplois, des petits emplois, sont créés au niveau de l'artisanat dans des domaines très diversifiés, tels que la tannerie, tels que la poterie, tels que la couture, tels que la menuiserie. Donc ce sont des emplois qui contribuent à l'activité économique de façon générale. Sur une prévision budgétaire de 788 486 871 francs CFA en recettes et en dépenses au titre de l'exercice 2023, il a été réalisé seulement 114 977 239 francs CFA, soit un taux de performance qui se situe autour de 14,58%. Au titre de l'exercice 2025, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 348 996 943 francs CFA, soit une diminution de 2,14% par rapport à l'exercice qui s'achève. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire de certains membres de l'APCMM disparus, dont le premier président de la structure, Feu Gaussou Fofana.
L'Institut national des arts, à travers son département, dans le cadre de la journée mondiale de la musique ce 21 juin, n'est pas resté en marge des festivités. À l'INA, ce vendredi matin, enseignants et étudiants se sont donnés à cœur joie à fredonner, à jouer le clavecin, à battre le djembé ou encore à souffler dans la flûte. Le tout pour dire que la musique est l'âme d'une vie de bonheur réussi. Retrouvons Ibrahim Kaoukonaté et Mohamed Sidibé. L'événement a été marqué par une conférence-débat autour du thème « À l'écoute des trois générations de musiciens ». L'objectif de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences est de permettre aux étudiants de l'INA d'assimiler les qualités d'un bon musicien. C'est pendant des rencontres comme ça qu'on peut informer les enfants, informer le public de l'importance de l'art et le rôle que l'art joue dans la société. C'est l'une des premières richesses de notre pays. Nous ne devons pas perdre notre culture. Si nous perdons notre culture, alors donc on a raté l'éducation de nos enfants et c'est sûr et certain que l'avenir sera triste. J'ai retenu beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est que mes enseignants et puis ce qu'ils ont dit, j'ai beaucoup retenu. Désormais, moi, je ne ferai pas quelque chose qui est contre ces choses-là qui ont été dites. Et je serai toujours ponctuel et puis discipliné, que ce soit en classe ou dehors ou quelque part autre. L'événement est mis à profit par la direction de l'établissement pour évaluer les meilleures performances des étudiants de la section musique. Pédagogique, quand les jeunes vont prester, vous allez vous rendre compte que la première année preste, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, et vous allez savoir également l'évolution au niveau de la formation quand on passe de la première année à la quatrième année. Donc au-delà de la fête de la musique, la fête mondiale de la musique, chez nous, comme école de formation musicale, c'est une activité surtout pédagogique. La célébration de la fête de la musique est une occasion unique pour les artistes en herbe de pouvoir exhiber toute l'étendue de leur talent. Sur ce prend fin ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle la principale information de cette édition. Les populations de la capitale du Kénédougou vont accueillir le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, demain samedi 22 juin. Une série d'inaugurations et de poses de première pierre se tiendront au cours de la visite de 24 heures. Grand merci donc à nos téléspectateurs de Sanobougou 1, Kaboïla 1 et Bougoula Hamo, des quartiers de la ville de Sikasso. À demain, la météo tout juste après moi avec Aïssata Diawara.